Que nous avons trouvé totalement indispensable et évidente au moment où nous avançons dans l'ensemble des procédures qui doit conduire à l'adoption, le jour venu, d'un nouveau schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres. Alors, je m'exprime à la fois en tant que maire de Combles-la-Ville, mais également en tant que président de la commission de l'eau. Depuis son origine, il y a presque 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'avec le président du SIARF de l'époque, avant que le syndicat ne devienne le SIAGE et qu'il étende au travers de la compétence GEMAPI et de la mise en œuvre du SAGE ses compétences au-delà de son territoire initial. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on est sur cette démarche globale de mise en cohérence de toutes les politiques publiques sur une unité territoriale qui nous met à l'aise parce que c'est la géographie et la physique, l'état physique des choses qui nous dirige, puisqu'on est à l'échelle d'un bassin versant qui a une identité avérée, reconnue comme telle, un grand bassin versant qui est celui de l'Yerres, puisque, sans que j'ai en mémoire précise le nombre d'habitants, il concerne de près, de très près pour certains, de loin, mais encore malgré tout à l'intérieur de ce bassin versant, quelques 600 000 personnes, sur 3 départements, le Val-de-Marne, l'Essonne et la Seine-et-Marne, avec de surcroît, comme c'est souvent le cas pour ces rivières et leurs affluents qui naissent quelque part dans la campagne et qui terminent leur parcours au confluent d'un fleuve en milieu plus urbain, avec une diversité très importante du territoire, puisque l'amont est très rural en Seine-et-Marne et l'aval est vraiment franchement urbain, au confluent donc sur la Seine. C'est donc, puisqu'on parle rivière, le terme est probablement assez approprié, c'est donc une aventure au long cours, que cette aventure du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de la création de la clé qui fait suite à tout un travail de réflexion que nous avions engagé et qui nous a conduit à créer la clé, puis ensuite à ce que la clé, pendant une dizaine d'années, travaille à concevoir à la fois les grands principes, mais également tous les aspects réglementaires qui découlent de ces grands principes pour en faire le premier schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui a été édicté en 2011, ça fait une dizaine d'années, et qui a eu l'occasion d'être mis en œuvre de manière concrète par des documents et des contrats passés avec l'ensemble des acteurs, et notamment avec l'agence de l'eau qui, par l'intermédiaire de Lydia Prouvé, prendra la parole après nous. Et nous sommes à une période où il était absolument indispensable que ce schéma évolue. Il n'a pas fait son temps au point qu'on considère qu'il faut passer totalement à autre chose. Mais un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ce n'est pas un objet qui navigue tout seul, c'est un objet qui s'installe dans des réalités qui lui sont supérieures en termes de géographie, et c'est donc l'agence de bassin et le schéma, le directeur de l'agence de bassin qui commande la manœuvre, et puis au-dessus du SDAGE et au-dessus de chacun des acteurs locaux, il y a la loi, et la loi qui prend ses origines souvent et de plus en plus sur ces questions à l'échelle européenne, qui ensuite se décline à l'échelle nationale et qui doit retrouver ses titres dans une déclinaison locale. Donc on est sur des poupées russes et on est en même temps sur des évolutions globales qui, à un moment déterminé, doivent nous pousser à modifier quelques trajectoires, en approfondir quelques-unes supplémentaires et donc à réviser le schéma. C'est de cela qu'il s'agit. Après un travail remarquable effectué par le syndicat mixte, donc le SIAGE, qui dès le début a été en charge
de porter la commission locale de l'eau et de mettre en œuvre par ce que le président Chambard appelait le tiroir mis en œuvre du SAGE, hein, à mettre en œuvre concrètement, au travers des contrats que j'ai évoqués rapidement tout à l'heure, l'ensemble des actions qui permettaient de faire de ce schéma un document contraignant à certains aspects, indicatif mais extrêmement puissant dans les indications qu'il donnait pour un certain nombre d'autres aspects, et donc tout simplement efficace et utile. Hein, le bureau de la clé que la commission locale a désigné pour agir en son nom sur certains sujets, notamment sur des avis à donner sur des demandes de création de tous ordres qui pourraient entraîner des conséquences sur la gestion et l'aménagement de la rivière et de ses affluents. Hein, le bureau se réunit très souvent, et je salue mon ami Guy Uciglio Vireta, qui est le premier vice-président de la clé, hein, qui est à mes côtés un des historiques, hein, de ce travail au long cours que nous effectuons. Le bureau de la clé se réunit très régulièrement pour donner des avis qui sont quelquefois des avis qui mettent en cause, voire qui empêchent la réalisation de certains projets. Hein, notre collègue maire de Vigneux est ici, et je me souviens d'un projet qui a été finalement abandonné parce que nous avons indiqué notre refus de le voir à prendre quelque réalité que ce soit, parce qu'il était totalement inacceptable au regard des contraintes que nous avons fixées. Donc on est sur du sérieux, on est à notre place, nous, commission locale de l'eau, on est ce qu'on a appelé le Parlement de l'eau, le Parlement local. L'expression ne vient pas de nous, mais elle a été beaucoup utilisée, mais on la reprend volontiers, parce que la commission locale de l'eau, dans son concept, défini par la loi, a quand même comme caractéristique d'être très partenariale, hein, et donc de très bien recouvrir l'ensemble des aspects de concertation permanente qui sont nécessaires. Il y a la représentation de l'État, il y a la représentation des usagers de l'eau, les associations de pêche, les associations de randonneurs, les associations de défense de l'environnement, hein, que je salue parce qu'elles sont extrêmement utiles dans notre travail. Et puis, il y a la représentation des élus locaux, et la loi prévoit que c'est un élu qui préside cette commission. Donc moi, je voulais saluer tout ce travail et dire qu'on est à un moment où, de par les évolutions, notamment climatiques, hein, qui sont prises en compte de manière la plus forte possible par les instances européennes et nationales, nous avons de toute façon, hein, à nous pencher sur des aspects qui ne faisaient pas obligatoirement partie il y a 20 ans de nos priorités, parce qu'on n'en parlait pas de la même manière, et on n'en parlait presque pas de toute façon, mais qui maintenant doivent être intégrés, sans remettre en cause tout ce que nous avons fait jusque-là, et qui a porté de bons fruits. Je termine mon propos en disant que nous avons toujours été attentifs, et nous restons très attentifs, à ce que tous les aspects relatifs à l'eau, dans toutes ses dimensions, soient pris en compte dans notre schéma et dans la mise en œuvre à laquelle nous, commission locale de l'eau, nous participons. Nous étions très attentifs, notamment dès le début, pour considérer que, bien sûr, il y a des problèmes qu'on va qualifier d'hydrauliques, hein, et qui sont très prégnants. Hein, les problèmes d'inondation, c'est pas rien, hein, et il faut bien sûr les prendre en compte. Mais nous avons voulu, dès l'origine, et c'est une des marques de fabrique de notre schéma, et ça restera une des marques de fabrique de notre nouveau schéma, nous avons voulu être très attentifs à tout ce qui est milieu naturel, à qualité de l'eau bien sûr, mais qualité et respect des milieux naturels liés à la rivière et à ses affluents, et je parlais en particulier des zones humides. Hein. Nous sommes, à la Commission locale de l'eau, des militants du respect et autant que possible du développement des zones humides. Et d'ailleurs, si certains dossiers qui nous ont été présentés ont reçu de notre part soit un avis réservé ou défavorable, soit un avis franchement hostile, c'est presque toujours parce qu'il y avait des questions relatives au respect des zones humides, à la nécessité, quand c'était possible, d'une véritable compensation de la suppression rendue nécessaire par un projet quelconque de toute ou partie de zone humide. Hein. Pour nous, c'est la préfiguration de ce que la loi a institué avec la fameuse compétence GEMAPI. Nous, on a fait
à la clé de Lierre et au sage de Lierre et au siage donc chargé à la fois de nous accompagner et de mettre en œuvre, on a été les monsieur et madame Jourdain de la GEMAPI bien longtemps avant que la compétence ne soit déclarée devoir s'exercer dans l'ensemble de ses composantes de cet acronyme GEMAPI. Donc, on est à la croisée des chemins, tranquille, entre un schéma qui a bien donné de la patrie et un nouveau schéma qui est absolument nécessaire et indispensable. Le maître mot de tout ça, c'est la concertation. Il n'y a pas de concertation sans information, il n'y a pas d'information sans la bonne connaissance par les partenaires essentiels que sont nos amis journalistes, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de ce que nous souhaitons continuer à faire au travers de ce processus de révision du schéma qui est engagé et qui arrive à un moment déterminant qui est celui en particulier de la relation avec le public, avec nos populations, avec nos habitants sur l'ensemble de nos territoires. Je n'en dis pas plus. Je vous remercie vraiment d'être là. Je remercie mon vieux complice Romain qui est à mes côtés et qui préside désormais aux destinées du siège, dont nous sommes très fiers. J'en ai fait partie et je veux faire partager cette fierté de l'avoir conduit là où il est à devenir un des premiers EPAGE de France, un des premiers établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, qui montre que dans toutes ses dimensions, administratives, politiques, opérationnelles, le bassin versant de Lierre est unifié grâce à l'EPAGE que constitue le siège, notre syndicaliste. Je remercie bien sûr tous nos collègues élus qui sont présents, et notamment le régional de l'Étape, mon vieux complice également, Christian Guise, qui a été pendant très longtemps maire adjoint sur la commune et qui a accepté pour ce mandat d'être aux côtés de Romain et de toute l'équipe du siège, un de ses vice-présidents. Voilà, Romain, je te passe la parole. Merci, cher président. À mon tour, je veux adresser des remerciements en vous souhaitant la bienvenue aux élus qui nous ont permis ces dernières années, au premier rang desquels évidemment Guy Geoffroy, mais je pense à Alain Chambard qui a présidé pendant de longues années aux destinées du syndicat, qui nous ont permis de nous retrouver aujourd'hui avec ce Parlement de l'eau, la clé, présidé par Guy, qu'il vient de vous présenter, et son bras armé, qui est le siège. Le siège sur un périmètre pertinent, qui est celui du bassin versant de Lierre, et ce travail, il a été consacré, et j'en suis désormais le dépositaire, humble mais déterminé, par la labellisation en EPAGE, en établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, récente de notre syndicat sur l'ensemble du bassin versant de Lierre. Et on a donc désormais deux outils à la fois pertinents et complémentaires. La clé qui a élaboré le SAGE, qui est le garant de sa mise en œuvre et qui a engagé ce processus de révision pour le rendre compatible avec les enjeux du moment et l'ambition politique qui est partagée sur le territoire de la préservation de la ressource, de la préservation de la biodiversité des zones humides, mais également de la lutte contre les inondations, qui concerne évidemment beaucoup de communes et d'habitantes et d'habitants de nos territoires. Et puis, celui qui est chargé de la mise en œuvre opérationnelle. Alors pas seul, parce que le SAGE, il implique la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs, au premier rang desquels évidemment le siège qui exerce désormais officiellement, et qui le faisait, Guy l'a dit avant l'heure, la compétence GEMAPI. Quand je parle des acteurs qui sont en cause, il y a évidemment les communes et les intercommunalités, les territoires qui sont largement représentés d'ailleurs autour de cette table. Il y a beaucoup de vice-présidents du siège que je salue qui sont ici et qui représentent la diversité des territoires. Le secrétaire de notre bureau, gardien vigilant de nos travaux délibératifs, Charles Darmon qui est ici. Et puis il y a, et c'est tout l'intérêt de cette phase que nous lançons aujourd'hui, il y a nos concitoyennes et nos concitoyens. Parce que au-delà du rôle que doivent jouer les institutions, la préservation de la ressource en eau, la lutte contre les inondations dans le sens des aménagements qu'on peut faire chez soi,
dans le sens aussi des outils de prévention dont on peut se doter, la préservation de la ressource, elle relève de comportements individuels aussi. Et quelle que soit la qualité de l'engagement qui peut être le nôtre, chacun dans nos responsabilités respectives, on n'a jamais raison tout seul. Et donc il y a des sachants au siège, il y a une grande compétence au syndicat, il y a une grande compétence à la clé avec des élus qui sont acculturés, bien plus que moi d'ailleurs, depuis de longues années, au sujet que nous avons à traiter. Et puis il y a l'intelligence de celles et ceux qui au quotidien vivent dans nos territoires. Et c'est tout l'intérêt de cette concertation que nous lançons aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'être irrigués par la réflexion, les commentaires de nos concitoyens, qui parfois aussi nous aident à rendre lisibles et concrets de grands principes que nous pouvons projeter. Et moi je suis très attaché à ce regard critique dans le sens positif du terme que jettent nos concitoyens sur l'action qui peut être la nôtre, et c'est donc tout le sens de la démarche que nous lançons aujourd'hui. Au-delà des mots, au-delà des principes et au-delà même du règlement du SAGE, eh bien, il y a des actions concrètes, et ça m'intéresse que cette concertation puisse nous dire quel est un peu le bilan du travail qui a été le nôtre et que sont les attentes de nos concitoyens. Et je remercie toutes celles et tous ceux sur un sujet qui n'est pas forcément le sujet premier de préoccupation des habitantes et des habitants de notre territoire, relayeront l'existence de cette concertation et inciteront nos concitoyens à y participer. Toutes celles et tous ceux qui connaissent nos décisions et qui ont besoin, nous avons besoin de leur regard, parce que ensuite, chacun dans nos communes, au syndicat, nous allons décliner les objectifs du SAGE, et nous aurons, c'est le principe de toute bonne politique publique à mon sens, à faire partager les objectifs que nous définirons. Il est utile que la pression citoyenne puisse s'exercer sur toutes celles et tous ceux qui ont en charge la gestion de la puissance publique locale. Et cette concertation, c'est aussi le moment qui est offert à nos concitoyennes, à nos concitoyens, d'exercer cette pression bienveillante, exigeante, mais cette pression sur nous, peut-être pour nous pousser à aller plus loin, peut-être pour nous dire ce que nous avons mal fait, peut-être pour nous dire ce que nous avons mal expliqué, pour nous dire ce que nous avons corrigé. En tout cas, on a besoin de ce regard. Et d'ailleurs, je salue la décision du président de la Clé d'avoir voulu placer cette concertation sous l'égide de la Commission nationale du débat public, avec un garant qui a été désigné par cette commission, ce qui démontre la volonté qui est la nôtre de ne pas faire de la concertation parce que la loi nous y oblige, mais vraiment parce que nous avons la volonté, encore une fois, que nos réflexions, nos actions demain soient irriguées par les réflexions de nos concitoyens. Charge au siège ensuite, que je représente ici, eh bien, de le mettre en œuvre avec ses partenaires, au travers du contrat qui vient d'être signé d'ailleurs, qui est cohérent avec les objectifs du SAGE dans sa version 2011, mais cohérent aussi parce qu'on l'a bâti en même temps que la Clé réfléchissait à la révision du SAGE, cohérent avec ce que seront demain les grands objectifs du SAGE révisé, donc le contrat au climat tram verte et bleue. Et puis nous avons également le PAPI, le plan d'aménagement et de prévention des inondations de l'Yerres, qui sont deux documents vraiment stratégiques qui permettent aussi aux partenaires de notre syndicat de sceller leur engagement financier, et il est ô combien précieux au regard de ce que représente la masse budgétaire des investissements qui seront à réaliser dans les prochaines années. Et donc ce SAGE de l'Yerres, et je conclurai ainsi, c'est vraiment notre feuille de route stratégique pour gérer le temps long. Et donc il y a un enjeu particulier, parce que la question de la gestion de l'eau, elle a des conséquences sur notre quotidien, sur les aménagements urbains. Et d'ailleurs, moi je constate que depuis que ce SAGE existe, depuis que par ailleurs il y a une prise de conscience globale des enjeux environnementaux et climatiques, les mentalités évoluent. Le projet de Vigneux qu'évoquait tout à l'heure le président Geoffroy, qui avait été retoqué, si je peux m'exprimer par la Clé, c'était à une autre époque à Vigneux. Et désormais, il y a un maire dont je sais qu'il partage. On travaille d'ailleurs sur la réhabilitation du rue de Loli, là, qui est un affluent de l'Yerres qui subit des pollutions, qui est canalisé, que nous allons non seulement dépolluer, renaturer, mais réouvrir. Voilà, les élus aussi ont changé, font évoluer leur mentalité, et c'est heureux. Et tout ça aussi parce qu'il y a une pression qui s'exerce sur nous. Il y a nos prises de conscience individuelles, mais il y a aussi l'exigence de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et donc ce SAGE révisé, il va nous engager sur le temps long.
Il va mobiliser beaucoup de moyens publics. Et je veux remercier d'ailleurs les partenaires qui nous accompagnent financièrement et techniquement dans la mise en œuvre des projets que nous pouvons collectivement porter. La région Île-de-France, les conseils départementaux de l'Essonne, du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne, puisque ce sont les territoires sur lesquels nous avons à intervenir. Et puis évidemment l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui est un soutien précieux, et je ne doute pas qu'elle aura à cœur de le rester dans les prochaines années, qui est représentée ici par Lydia Prouvé, que je remercie, et à qui je cède la parole. Merci, Monsieur le Président, merci Monsieur le Président de la Commission locale de l'eau. Je représente l'agence de l'eau Seine-Normandie. Pour ceux qui connaissent moins l'agence de l'eau, c'est un opérateur public qui contribue à travers de subventions pour tout projet participant à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Et l'agence de l'eau est aussi le secrétariat du comité de bassin Seine-Normandie, au même titre que le SIAGE et le secrétariat de la commission locale de l'eau, mais avec en plus une vision opérationnelle que l'agence n'a pas. Le comité de bassin est composé, comme la commission locale de l'eau, d'élus, d'usagers, mais aussi de services de l'État, tous représentants de l'ensemble du bassin de la Seine et des fleuves côtiers. Et le comité de bassin élabore un SDAGE, un schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux du bassin de la Seine et de ses fleuves côtiers, dans un objectif de donner des orientations pour la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques. Il faut savoir que le comité de bassin vient de finaliser un premier projet de SDAGE, le SDAGE 2022-2027, dont la consultation du public a été ouverte de mars à juillet dernier, et qui est donc une longue habitude en fait de l'agence de l'eau et de ses partenaires pour ouvrir la consultation, pour qu'à chacun puisse avoir l'information au plus près de ces orientations. Ces orientations ont été sous l'angle de l'adaptation au changement climatique. Le comité de bassin en 2016 a mis en place en fait une stratégie pour essayer d'avoir en fait déjà des adaptations et se positionner sur les atténuations de l'effet. Sans rentrer trop dans le détail, les éléments marquants quand même des travaux du comité de bassin ont mis en évidence une réduction des débits des cours d'eau, des événements de sécheresse plus intenses, des phénomènes de précipitation plus forts, ce qui nous amène à envisager des solutions qui vont être de s'adapter et aussi d'atténuer les effets. Et alors, dans le cas du SAGE de l'Yerre, la révision, c'est le premier SAGE qui s'est positionné sur le bassin Seine-Normandie en projetant ses travaux sur Yerre 2054. Et c'est assez intéressant parce qu'en partant des hypothèses du comité de bassin, des ateliers ont été mis en place, avec les membres de la commission locale de l'eau, mais aussi ouverts à d'autres partenaires, pour pouvoir ensemble donner les premières orientations qui pourraient fixer les préconisations du futur SAGE dans le cadre de sa révision. Et ce qui est ressorti principalement de l'ensemble de ces ateliers, c'est essentiellement des solutions fondées sur la nature. Pourquoi les solutions fondées sur la nature ? Parce qu'en fait, les solutions fondées sur la nature remplissent de multiples fonctions. Et que si on donne l'exemple, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président Geoffroy, à savoir notamment les zones humides, c'est celles qui vont jouer un rôle d'éponge, de tampon, pour nous permettre de minimiser les débits des cours d'eau à terme. C'est des exemples qu'on peut aussi prendre, c'est les zones naturelles d'expansion de crues. Essayer de faire en sorte que dès l'amont, les cours d'eau puissent déborder naturellement pour éviter les catastrophes que pourrait en fait qu'on pourrait aussi avoir au niveau de l'aval. Et puis l'important aussi d'un certain nombre de solutions fondées sur la nature, on peut penser aussi à la gestion des eaux pluviales à la source, qui sont particulièrement importants. Si je prends un petit exemple juste technique mais qui marque les esprits, il faut savoir que les 8 mm d'eau sont celles qui représentent les pluies mensuelles, celles qu'on rencontre le plus. Ces 8 mm d'eau représentent en fait le ruissellement qui vont au cours d'eau et qui emmène 80% de la pollution dans les cours d'eau, puisqu'elles se retrouvent beaucoup plus concentrées. L'importance en fait de l'infiltration de ces eaux pluviales ou de leur stockage dès leur arrivée sur les toits est un principe fondamental et à la fois qui ressourcera aussi les sols.
Bon, je pourrais prendre d'autres exemples qui ont été évoqués notamment dans les travaux et qui seront repris de manière beaucoup plus précise dans le cadre de la révision. Mais en tout cas, on est déjà sur une bonne... comment dire, on a pris en fait le bon cap dans cette vision un peu à long terme pour se donner les objectifs dans les 6 premières années et pour pouvoir se donner le cap et l'inflexion qu'il y aura. Et effectivement, la consultation du public est importante parce que derrière toutes ces solutions, il faut aussi à la fois penser aux objectifs de la directive cadre, c'est-à-dire européenne, qu'impose le SDAGE aussi, d'obtenir les bons états, mais aussi c'est de trouver un carrefour avec la biodiversité, l'espace de ressourcement que tout un chacun on espère. Voilà, je vous remercie. Bonjour, Baptiste Lévesque, animateur du contrat au climat Trame verte et bleue de Lierre. Donc à présent, je vais vous présenter en fait les différentes modalités de ce projet de révision du SAGE de Lierre. Donc tout d'abord, comment le grand public peut s'informer. Donc il y a différents moyens à partir du dossier de concertation qui synthétise en fait l'ensemble du projet de révision, mais aussi les connaissances sur le SAGE de Lierre. Ensuite, le grand public peut utiliser la foire en question qui est faite sur le site internet. Donc, qui répond aux grandes questions d'ordre général. Il peut aussi s'informer directement à partir du site web du SIAGE, donc qui reprend tous les documents d'information. Et enfin, le dépliant, c'est un dépliant qui synthétise l'ensemble de cette information et notamment ses différentes modalités. Le grand public peut se procurer donc, ces deux documents, donc le dépliant et le dossier de concertation directement dans les locaux du SIAGE, dans les antennes de Montgeron et de Rozay-en-Brie. Et ensuite, lors des réunions publiques, des forums et des visites de sites, mais également lors des stands éphémères. Donc ces temps d'échange et de concertation que sont les stands éphémères, les réunions publiques et les forums se tiendront d'octobre à novembre. Le grand public peut se reporter justement sur le site internet pour avoir vraiment l'ensemble des détails et des horaires. Et enfin, suite à ces temps d'échange, il pourra donner son avis. Donc pour cela, il y a différents moyens. Directement par email, donc à l'adresse clé.lier@siage.org, directement à partir du site internet, il y a un formulaire qui est prévu. Également aux antennes du SIAGE, donc à Montgeron et à Rozay-en-Brie, où il y aura un cahier de concertation pour justement un recueil pour avoir l'ensemble des avis et puis aussi des préconisations que pourront émettre ces citoyens. Et enfin, directement aussi, lors de ces stands et des visites de sites ou les réunions publiques, où ils pourront donner directement leur avis et ce sera directement noté par les différents agents. Donc, cette conférence aussi, elle marque, de l'autre côté, on préconise les journalistes, les associations, puis aussi les communes, vraiment faire passer cette information auprès des différents citoyens, et notamment de les rediriger vers le site internet du SIAGE, qui est vraiment très complet, et dans lequel les citoyens trouveront toute la documentation nécessaire. Donc, à présent, on va pouvoir passer aux questions. Donc, si vous avez des questions au moment où vous la posez, présentez-vous et ensuite on répondra. Ce que vous dit Monsieur l'évêque, c'est qu'on a besoin de vous pour que l'information passe dans toutes les paroisses. Allez. Bonjour à tous, moi j'ai pas de questions, mais je voudrais me présenter. Je représente la CNDP, la Commission nationale du débat public. Je suis le garant mandaté pour cette concertation préalable. Je voudrais vous dire 2-3 mots sur la CNDP, qui est un organisme indépendant, qui anime de nombreux débats publics, de nombreuses concertations au plan national. D'ailleurs, les chiffres augmentent d'année en année. Il y a plus de 300 initiatives de ce type qui se comptent aujourd'hui sur le territoire. Et les sollicitations sont de plus en plus importantes. On est un des rares pays, la CNDP commence à se développer en Italie, mais on est un des rares pays à s'être doté d'un organisme comme celui-ci pour faciliter la prise de parole des habitants, du public, ça a été dit, et je veux le souligner par les différents intervenants. Donc je crois qu'il faut saisir et tenter de saisir cette occasion pour effectivement pouvoir donner son avis. Et la parole des citoyens, la parole des habitants a du pouvoir, c'est ce que dit la CNDP aujourd'hui.
et on en est tous convaincus. Je voudrais dire aussi que l'état d'esprit dans lequel cette conférence de presse qui aurait une concertation, on se retrouvera ici. Je voulais dire que cet état d'esprit était tout à fait important d'être souligné. J'entends les termes de partenaire, j'entends les thèmes, le terme de transparence, de volonté de faire avec les publics, et c'est tout à fait l'état d'esprit qui nous semble à la CNDP doit prévaloir dans l'ensemble de ces politiques publiques pour les faire bouger, évoluer, et que les décisions in fine prennent bien en compte les attentes de chacun. Un dernier mot pour vous dire, vous retrouverez ces éléments évidemment dans les documents qu'on a aussi travaillé ensemble, je dois le dire. Le garant dans ces démarches est à la fois un prescripteur en amont pour préparer la concertation, la manière dont le porteur de projet va s'adresser au public. On est des facilitateurs, on est des observateurs de la concertation. Vous me verrez à toutes ces rencontres. Je ne dirais pas forcément grand-chose, je me présenterai, je pense, mais voilà, pas plus, peut-être au cours des débats si c'est nécessaire. Mais voilà, notre rôle, c'est d'observer, de consigner aussi l'ensemble de vos remarques, de tout ce qui pourra être dit. Et nous avons comme mission, en fin de concertation, d'élaborer un rapport, qui est un rapport public, qui est bien sûr remis au porteur de projet, mais qui sera aussi disponible à la CNDP. Voilà, c'est un rapport public. Et le porteur de projet devra apporter des réponses à l'ensemble des préconisations, des remarques que vous serez amenés à titre individuel ou à titre collectif à faire. Voilà, donc pour nous, l'information, c'est la garantie du fonctionnement de la concertation. Monsieur le Président l'a dit, pour nous, il n'y a pas de démocratie sans information partagée. Et l'information, ce n'est pas seulement des documents, c'est s'approprier ces documents, les comprendre, interroger les responsables sur ces documents, c'est tout ça, hein, pour être sûr que l'information est bien comprise, surtout sur des sujets comme celui-ci, qui ne sont pas forcément évidents pour monsieur et madame tout le monde, bien que les exemples qui ont été donnés sont des choses aussi simples qui, dans la vie de tous les jours, nous interpellent tous. Voilà, donc on est aussi garant de la sincérité des échanges, des débats, de la transparence, et puis d'une équivalence de traitement aussi des avis des uns et des autres. Ça, c'est très important pour la CNDP. C'est, voilà, l'avis de l'un vaut autant que l'avis de l'autre. Ensuite, il y a le temps de la décision, il y a le temps, mais je veux dire, il n'y a pas d'a priori de ce point de vue-là, et chacun doit pouvoir exprimer son point de vue dans ce temps d'échange. Le seul point qui nous intéresse, c'est l'argumentation des uns et des autres, sur laquelle nous serons attentifs, que ce soit dans les questions, dans les propositions, et évidemment dans les réponses qui pourront être apportées. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais je tenais à vous dire ces quelques mots dans le cadre de cette conférence de presse, et je remercie évidemment ceux qui ont pris cette initiative, et voilà, et merci de votre attention. Alors, les questions. Bonjour, mademoiselle Fritsch du Républicain de l'Essonne. J'ai bien compris que c'était juste l'argumentation, enfin, de ce que vous avez dit, qui allait être retenue pour les recommandations et les avis des citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres critères, mis à part l'argumentation des pistes? J'ai simplement dit, excusez-moi, évidemment, il est important que toutes les propositions puissent être argumentées pour que le débat puisse se faire. Mais toute proposition, toute remarque sera entendue et doit être notifiée, et c'est ce que je m'efforcerai de faire en tout cas dans le bilan de la concertation, c'est de faire remonter l'ensemble des remarques, quelles qu'elles soient. Voilà. Oui, Président, j'aurais souhaité, c'est pas vraiment une remarque, ou un souhait, c'est que dans les masses d'eau superficielles, on fait apparaître un
certain nombre de rues, comme la Marsan. J'avais déjà évoqué cela. On ne fait pas, il n'apparaît nulle part, et il me semble qu'il a son importance. C'est un affluent de la Marsan qui s'appelle au départ, dans la forêt de Jossigny, je crois, les Buronnières, le rue des Buronnières, qui ensuite passe à coup sûr par l'étang d'Armainvilliers, dans l'étang d'Armainvilliers, et je crois au-dessus, tu sais, dans l'étang de Vincennes, et qui, arrivant sur la commune de Vincennes-Armainvilliers, là s'appelle le rue de la Buronnerie, et ensuite, quand on passe sous la Nationale 4, il devient le rue des Montbards. Il a son importance parce que, comme on l'avait évoqué dans le précédent syndicat de la Marsange, on n'en faisait pas du tout état. Il a son importance, parce qu'il passe par une masse d'eau hyper importante, qui est l'étang d'Armainvilliers, je rappelle, 84 hectares, donc en biodiversité, etc., c'est quand même très important. C'est une aire de repos de beaucoup d'oiseaux migrateurs, d'autres qui restent sur place et tout, et on a peu de vision là-dessus. Donc, je me souviens, je t'avais dit, dans la révision, je voulais qu'il apparaisse vraiment. J'aimerais bien que quelque part, il apparaisse dans ce fameux tableau qui est page 27. Alors, est-ce que c'est au niveau de la masse d'eau de l'étang d'Armainvilliers? Est-ce que c'est en tant que rue de la Marsange ou puisqu'il se jette, je rappelle, il a sa confluence en bas de Gretz, entre tournant de Gretz et Presles, sur Presles-en-Brie, mais il faudrait bien qu'il apparaisse quelque part, quand même. Ne serait-ce que parce qu'il faut qu'on ait, dans le cadre du bassin versant de l'Yerre, il faut qu'on ait un regard sur celui-ci, il a son importance. On a vos remarques à page 27. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout d'avoir des questions relatives à cette concertation et cet échange qui vont arriver. Non, mais là, j'ajoutais, parce qu'on l'avait évoqué et il faudra qu'il apparaisse dedans, parce que pour avoir un regard, parce que quelquefois, il y a des opérations, entre guillemets, qui sont faites sur les étangs d'Armainvilliers, entre autres des lâchers, des largages d'eau importants, pour pas que ça déborde sur leur pelouse ou sur leur prairie. D'autres fois, au contraire, ces gens-là conservent l'eau, ce qui fait que tout le reste du ruisseau est à sec. Dans l'optique de l'élaboration du nouveau schéma. Merci, Pauline. Alors, des questions. Bah, voilà. On a été clair et complet, et les documents surtout le sont à notre place. Je me permets de revenir sur un point qui est transversal à plusieurs interventions pour montrer l'importance que, les habitants soient au courant de l'existence, là où ils habitent, d'un document qui a une puissance et une force parfois contraignantes et qui les concerne de très très près. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre schéma induit des obligations d'inscription de certaines dispositions dans d'autres documents, notamment les documents d'urbanisme que sont les plans locaux d'urbanisme des communes. On parlait tout à l'heure, Lydia évoquait tout à l'heure le ruissellement urbain et toutes ses conséquences. Au niveau de la pollution, quand les eaux ruissellent sur le domaine public avant de rejoindre les grands collecteurs d'eau pluviale, ils transportent avec eux tout ce que la voie publique comprend, et notamment tout ce qui correspond aux résidus de circulation routière. Je ne vous fais pas de dessin, bon, il y a beaucoup de choses polluantes. Et à un moment où on doit prendre en compte les évolutions climatiques très marquées, qui se traduisent par une augmentation des cycles infernaux entre grandes périodes de sécheresse et grandes périodes de pluviométrie très très fortes, concentrées sur certains instants, avec notamment le risque aggravé d'inondation,
on voit qu'on est sur des sujets extrêmement concrets. Et quand on parle de la reperméabilisation des sols, on est sur une question qui concerne chacun d'entre nous. Si nous disons, et nous le dirons probablement d'une manière ou d'une autre, hein, que dans les PLU, il faut qu'il y ait un regard et des dispositions permettant de saisir toutes les occasions de reperméabiliser les sols là où ça n'est pas contradictoire avec les utilisations d'aujourd'hui. Je pense notamment pour les stationnements. Hein, nous, on a sur la commune de Combes un grand programme de reperméabilisation des parcs de stationnement pour qu'on continue à pouvoir y stationner, mais pour que l'eau reste sur la parcelle. Hein, surtout dans les parcs de stationnement où le ruissellement entraînant avec lui tous les gaz des moteurs qui redémarrent après le stationnement, c'est quand même pas rien. Bon, eh bien, il est important que les habitants dans une commune comprennent pourquoi, par exemple, lors du dépôt d'un permis de construire, hein, on exigera pour les places de stationnement en extérieur qu'elles soient végétalisées ou perméabilisées, alors que pendant longtemps, hein, il a été considéré par tout le monde qu'une place de stationnement en extérieur, elle devait, parce que c'est propre et parce que c'est plus confortable, être imperméabilisée, macadam ou autre chose. Bon, on va changer des choses de manière extrêmement concrète et qui vont toucher les gens, hein, dans du quotidien très concret. Et je prenais cet exemple parce que sur l'espace macro, avoir le maximum d'eau de pluie qui reste sur la parcelle, c'est bien pour la terre, pour la culture, c'est bien parce que ça évite les grandes concentrations massives et dangereuses d'eau d'écoulement pluvial à certains moments. Ça permet de réduire la pollution. Enfin bon, on est dans des choses qui macro apparaissent comme des grands objectifs et qui micro apparaissent comme des réponses, hein, qui, ajoutées les unes après les autres, peuvent entraîner une grande partie des conséquences qu'on attend des politiques publiques. Bon. Et donc, le SAGE peut et probablement fera en sorte d'inciter, voire d'obliger certaines dispositions à prendre dorénavant dans les PLU. C'est quand même assez intéressant si les gens peuvent savoir d'où ça vient, hein, et éventuellement donner un avis sur ce qu'on va en faire. Hein, parce que nous, on n'est pas des excités idéologues qui voulons mettre en place des choses parce que c'est bien de les mettre en place. On a des idées, beaucoup d'idées, quelquefois plus que les idéologues, hein, et on a surtout comme conviction qu'une bonne idée, c'est une idée qui peut entraîner une mise en pratique pour justement devenir quelque chose d'efficace. Donc vous voyez, j'ai pris cet exemple pour bien montrer que c'est pas vain sur des choses du quotidien qui concernent directement les gens, hein, de les mettre dans la boucle dès le début, pour que, à l'arrivée des courses, quand ça aura des conséquences très concrètes sur des décisions qu'ils ont à prendre et des critères qu'ils doivent intégrer obligatoirement dans les décisions qu'ils ont à prendre, c'est pas inintéressant quand même que tout ça soit saisi le plus en amont possible. Donc je voulais ajouter ce commentaire en croisant les quelques observations qui ont été faites sur des choses extrêmement précises et concrètes. Oui, Alain Senet, collectif Sauvegarde de la Vallée de Lierre. Donc dans le dossier de presse, l'avant-dernière page, vous indiquez quelques chiffres sur le territoire. Alors bon, je sais qu'il n'est pas forcément exhaustif cette liste, mais on aimerait bien y voir figurer aussi le site classé de la Vallée de Lierre dans ses parties aval, c'est-à-dire Seine-et-Marne, Essonne et Val-de-Marne, mais lors des précédentes enquêtes qui ont été menées, soit pour le PPRI, soit pour le premier SAGE, dans les cartes, multiples cartes qui étaient à disposition du public, hein, je crois qu'il y avait plus d'une cinquantaine de cartes, il y en avait une particulièrement qui définissait un périmètre de principe sur la partie amont, c'est-à-dire la partie, puisque le cours de Lierre c'est 80% en Seine-et-Marne, et donc toute cette partie-là, qui recouvrait aussi la zone Natura 2000, mais la protection du site classé est beaucoup plus importante que celle des protections par rapport aux zones Natura 2000. Donc nous, lors de la prochaine enquête publique, on réitérera cette démarche que l'on avait faite déjà mai 203. On espère que celle-ci sera la bonne pour
aller dans le sens que vous dites des préoccupations de la non-imperméabilisation des sols, etc., de la meilleure qualité des eaux et tout ce qui s'ensuit. Voilà, merci. Merci à vous. Carole Descodins, communauté commune Les Portes-Briardes. Juste une question, une réflexion. Vous parliez précédemment de la concertation, l'importance des réflexions des citoyens, etc. Moi, je vois effectivement beaucoup d'événements pour que cette concertation soit faite, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ces événements se font sur 3 communes. Alors ça se comprend, parce qu'effectivement, il y a un problème, j'imagine, de moyens, de personnel, etc. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de communes qui appartiennent, ceux qui sont sur le périmètre, je pense que si l'on veut que les gens s'impliquent, et voilà, ils s'impliqueront pour leur commune. Alors je ne sais pas si ce ne serait pas quand même intéressant d'avoir cette réflexion, j'imagine que vous l'avez eu bien entendu, mais il y a plein de gens de très bonne volonté sur chaque territoire qui seraient tout à fait disposés, j'imagine, à s'inscrire dans cette démarche et qu'ils aient effectivement, qu'ils puissent transmettre cette information et surtout sur site pour sensibiliser les gens, faire des visites, notamment des rivières, etc. Et qu'à cette occasion, voilà, ils puissent diffuser par exemple un petit formulaire pour que les gens s'impliquent. Alors pourquoi je vous fais cette remarque, c'est parce que nous avons été très très mobilisés, en particulier sur la compétence GEMAPI, et qu'il y avait précédemment, voilà, l'historique qu'on connaît, avec des syndicats de rivières quand même très très impliqués sur les territoires, avec des référents, des élus, et qu'il avait été question à un moment que ces référents pour partie, enfin certains puissent être également référents sur ces territoires, sur chaque commune. Alors je ne sais pas où ça en est sur cette démarche, et c'est un autre sujet. Mais du coup là, je pense qu'effectivement sur chaque commune, il y a quand même des bonnes volontés, des sachants, des gens qui ont les compétences, et en tout cas, en tant qu'autorité territoriale, c'est quand même... Alors évidemment, nous avons déjà relayé cette information sur le site, et elle est importante, et en plus elle est d'actualité, encore plus aujourd'hui avec le PCAET, etc., et toutes les politiques contractuelles. Mais on ne pourra pas faire à un autre niveau grand-chose de plus que relayer l'information, et j'ai bien peur que pour beaucoup de citoyens, ça ne soit pas suffisant. Et qu'effectivement, peut-être des événements qui se décentralisent, enfin, je ne sais pas si c'est pas le terme d'ailleurs, mais qui soient un peu plus répartis sur les territoires en s'appuyant sur des bonnes volontés, et on sait qu'on les a. Donc, voilà. Merci Madame Descodins. Alors, juste pour compléter, justement, c'est l'objectif des stands éphémères, c'est d'aller sur beaucoup plus de communes, et on a prévu une dizaine de stands éphémères justement sur d'autres communes pour toucher un maximum de gens. Merci. Et là, les candidats à accueillir les stands éphémères peuvent se faire connaître, justement. Je crois que vous me sollicitez dans ce sens. On a déjà pris des communes sur le territoire. Comment faut-il faire pour avoir la programmation d'un stand éphémère? Alors, excusez-moi, madame, vous avez posé la question, comment peut-on faire pour avoir la programmation des stands éphémères, c'est ça, hein? Alors, ils seront mis sur le site directement dès que l'ensemble des horaires sont définis. La question, c'est comment fait-on pour avoir un stand éphémère? Alors, en fait, c'est la structure porteuse, le siège, qui organise ces stands éphémères. Donc, pour le moment, on a communiqué avec différentes communes pour avoir l'autorisation d'installer ce stand aux abords de marché, enfin sur le marché. Non, je pense que la question de madame, c'est de savoir si on peut faire acte de candidature. A priori, le service communication du siège s'est tourné vers certaines communes, mais comment les communes se tournent-elles vers le siège? C'est ça. On va parler des gares, par exemple. Donc, une question, est-ce qu'un stand éphémère est prévu à la gare de Longeron, qui est à 200 mètres de Lierre, de la rivière? Sur la gare de Longeron, non. Par contre, après, vous pouvez nous communiquer directement cette demande à l'adresse email clé.hier@siège.org, et on fera tout en œuvre. Je n'entends pas bien ce que vous dites. Si je peux me permettre juste d'intervenir par rapport à cette question. Il n'est pas prévu, effectivement, pour l'instant, de stand éphémère sur la gare de Longeron. En revanche, il y aura une distribution des flyers sur 11 gares, donc au niveau de Laval jusqu'à Comble-la-Ville, et il y a Tournant, il y a trois autres communes. L'intérêt du stand éphémère, c'est l'échange. Oui, nous sommes bien d'accord. Hein.
Mais indiquez bien là, parce que c'est vrai qu'avec Thomas, on n'entend pas les détails de ce que l'on dit, la démarche pour que vous fassiez acte de candidature. Hein. On ne va pas aujourd'hui donner la réponse oui ou non, mais au moins que vous sachiez comment nous faire part de ce souhait que vous venez de nous communiquer. À mon sens, c'est effectivement de prendre contact avec la direction de la communication. Après, effectivement, je ne peux pas m'avancer sur la nature de la réponse. En tout cas, on peut enregistrer la demande. Et effectivement, s'il y a des bonnes volontés, je pense qu'il faut... Il ne faut pas les décourager. Il faut les entendre. À savoir quelle forme ça doit prendre, ça. Voilà. Non, mais s'il y a 3 bonnes volontés ou 127, mais ce ne sera pas tout à fait la même logistique. Mais en tout cas, on est prêts, nous, à recevoir toutes ces propositions. Donc, Monsieur Ferrero, à la direction de la communication du siège. Voilà. D'autres questions, monsieur? Alors, bonjour, je suis du service communication de la ville d'Épinay sous Sénart et je vois donc qu'il y a des manifestations qui sont prévues et que ça arrive assez vite. Je veux savoir s'il existe déjà des affiches, déjà des documents qui me permettraient de les annoncer ou est-ce que je dois produire moi d'autres documents, d'autres affichettes, d'autres flyers. Est-ce que vous avez déjà un kit de communication à mettre à disposition sur ces événements? Il y a justement un article qui a été rédigé de la part du service de communication du SIAGE et qui a été mis justement à disposition des différentes communes et notamment à Épinay-sous-Sénart qui puisse être relié par exemple dans le journal local et que les citoyens puissent prendre connaissance. D'accord. C'est un article de presse qui a été rédigé. D'accord. Pour vous répondre, monsieur, excusez-moi, parce que bon, nous sommes collègues, on a un certain nombre d'outils effectivement qui existent. Donc le plus simple, c'est encore une fois de vous adresser directement à nous, donc direction de la com au SIAGE, et on pourra à ce moment-là vous transmettre les différents éléments, soit sous forme PDF, soit sous forme autre. Permettez-moi d'insister quand même sur l'importance de la question. Je vois qu'il y a des choses qui commencent très vite à Soignolles. C'est dans très peu de jours. Ce qui serait important, c'est que le SIAGE prenne l'initiative, s'il ne l'a pas déjà fait, de transmettre à Soignolles et puis à tous autres les éléments leur permettant ensuite de relayer à leur manière et avec leurs moyens l'information. Ça va plus loin quand même. Pour toucher le grand public, comment le SIAGE, que va mettre en place le SIAGE? Parce que c'est important ça. On compte beaucoup sur le soutien de la presse. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. C'est parce que le relais, c'est la presse. Bon, notamment, pas que, mais la presse et je me permets d'intervenir. Toutes les communes. Voilà, les communes évidemment, parce que les communes ont une puissance de frappe en termes de diffusion de l'information qui est bien supérieure à celle du SIAGE, dont je vous rappelle qu'il intervient sur 135 communes. Il nous est impossible, nous, de toucher individuellement, contrairement à ce que savent faire les mairies, l'ensemble des habitantes et des habitants. Alors, si je peux me permettre encore une fois, c'est que pour détailler un peu le dispositif, alors qui a sans doute ses imperfections. Donc, ce qui est prévu aujourd'hui, d'abord, toutes les communes du territoire vont recevoir dans les tout prochains jours, et c'est en cours en réalité, puisque c'est la Poste qui s'occupe de la diffusion, donc un kit de communication, c'est-à-dire en fait les supports que vous avez dans votre petit dossier, le document de concertation et le flyer. Ce flyer va par ailleurs, et donc toute mairie pourra disposer d'un petit stock effectivement de documents à diffuser auprès des habitants qui sont intéressés. On compte naturellement, donc on a rédigé un article type, il y a donc un certain nombre de documents types qui ont été envoyés effectivement au service de communication. L'idée c'est de relayer tout ça sur les sites internet, dans la presse naturellement municipale, et ou naturellement des agglos. Et par ailleurs, naturellement, il y a les réseaux sociaux sur lesquels on va utiliser, parce que ça reste aujourd'hui quand même le vecteur quand même le plus, si ce n'est le plus important, en tout cas très important. Et puis bien évidemment la presse. Alors on a un certain nombre de journalistes présents aujourd'hui, on en a contacté d'autres qui ne pouvaient pas être là à cette occasion, mais qui se sont engagés, on verra le résultat, à communiquer, que ce soit dans le Parisien, que ce soit dans un certain nombre de médias,
Voilà, donc tout ça réuni, on peut espérer effectivement qu'on va pouvoir atteindre le maximum de personnes, sachant que de toute façon, les informations, comme le disait Baptiste tout à l'heure, sont disponibles sur le site. Non seulement des informations, c'est-à-dire que de façon passive, mais aussi de façon active, puisqu'il y a un formulaire en ligne qui permettra aux citoyens de s'exprimer et de communiquer leurs avis et leurs suggestions. Voilà. Donc ça, c'est à peu près l'ensemble du dispositif. On a jusqu'au mois de novembre, hein, tout ça n'est pas clos. S'il s'avérait qu'il manquait tel ou tel outil ou qu'il fallait compléter, on avisera le moment opportun. Moi, je suggère que le kit soit également adressé aux associations. C'était prévu. Merci. Ça a été fait d'ailleurs. Ça a été fait avec l'invitation, mais on renverra avec le compte-rendu de cette réunion, etc. De toute façon, les choses seront complétées au fur et à mesure. Je vois qu'il n'y a plus d'intervention, donc je vous en prie, madame. Dernière question. Quel lien entre le SAGE et une éventuelle révision du PPRI? On n'est pas à la même échelle. Oui. Ah, le SAGE, c'est le document directeur, on va dire, sur l'ensemble du bassin versant. Les PPRI sont des éléments plus localisés à l'échelle d'une collectivité. Donc il y a évidemment un lien. Hein, il y a dans les dispositions à la fois générales et réglementaires du SAGE, certaines d'entre elles qui doivent impérativement être prises en compte et suivies d'effet dans le cadre des PPRI. Il y aura une évolution. Oui, bien sûr. Enfin, si les modifications apportées au règlement du SAGE le justifient. Bien, évidemment, Ouais. évidemment. Bien, bah, écoutez, je pense que nous avons fait en sorte que le maximum d'éléments d'information soient communiqués à ceux dont nous souhaitons qu'ils puissent, dans l'intérêt global de la démarche et dans l'intérêt de nos concitoyens, être même démultipliés grâce à votre savoir-faire, hein, sachant que les services du SIAGE et chacun d'entre nous restent à votre disposition si certains le souhaitaient pour des compléments d'information et pour prise en compte de suggestions. Hein. Il y a eu à la fois des questions, il y a eu également des suggestions. On est déjà dans la concertation, déjà autour de cette table, et c'est extrêmement important. Hein. Rien ne sera insolent de la part de quiconque, hein, à partir du moment, et je reprends ce que disait notre garant tout à l'heure, où nous serons dans des échanges qui peuvent quelquefois être des échanges un peu délicats sur des sujets un peu coriaces, mais ce qui est important, c'est que tout ce qui est dit le soit à partir d'une véritable documentation, d'une connaissance partagée d'un certain nombre d'éléments clés, hein, de nos réflexions. On ne peut dialoguer et débattre que sur des choses qui sont admises communément dans leur réalité. Hein, et ça, c'est extrêmement important. Surtout dans le moment qu'on vit. Voilà, surtout dans le moment que nous vivons. Hein, c'est le partage d'un maximum d'éléments objectifs conduisant à faire du schéma révisé un document encore plus adapté à l'atteinte des objectifs que nous nous fixons en matière de qualité de la ressource en eau, en matière de prévention des inondations et en matière de respect, de promotion des milieux naturels. Je ne peux pas dire plus, c'est le résumé. Voilà. Ok, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.